Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, l'émission qui décrypte l'actualité avec notre expert politologue et docteur en sciences politiques, Georges Calixte. Georges, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Merci de nous accompagner chaque soir pour cette analyse hebdomadaire. Donc, comme chaque vendredi soir, nous analyserons 3 sujets qui font l'actualité. On va démarrer cette semaine avec la Journée nationale de la résilience. C'était hier et c'est l'occasion pour nous de revenir sur la résilience guadeloupéenne face aux catastrophes naturelles. Ensuite, nous nous arrêterons sur la réforme de l'assurance chômage en lien avec nos territoires pour enfin nous demander ce que nous pouvons attendre de l'entretien du ministre Jean-François Carenco avec la délégation Outre-mer. C'est parti. Alors, comme je le disais à l'instant, hier, jeudi 13 octobre, c'était la Journée nationale de la résilience. Donc, comment on peut analyser l'évolution de cette résilience en Guadeloupe? Alors d'abord, sa définition. C'est un concept qui vient de la neuropsychologie et qui a été introduit dans la littérature par un neuropsychologue qui s'appelle Boris Cyrulnik. Et au départ, il s'agissait de rendre compte, en tout cas de répondre à la question, comment certaines personnes qui vivent une situation déstabilisante résistent et se reconstruisent. À l'origine, en psychologie, c'était ça. Et puis, entre-temps, au niveau des politiques publiques, on a parlé de résilience et on a introduit une notion supplémentaire issue de la théorie de l'imprévisibilité, c'est-à-dire comment se résister, s'adapter, se reconstruire après une situation imprévisible. Et c'est de là que, compte tenu du caractère imprévisible des catastrophes naturelles, qu'on a de plus en plus utilisé la notion de résilience pour rendre compte de la manière dont il s'agit de gérer des catastrophes naturelles, dont je voudrais rappeler que nous sommes soumis à quasiment tous les éléments catastrophiques qui peuvent relever de la nature. Tout à fait. Quelques précisions en politique, comment elle est mise en œuvre Actuellement, le concept permet d'envisager la gestion des catastrophes naturelles autour de 4 étapes. D'abord, l'étape de prévention. Depuis août 2021, existe ce qu'on appelle la loi climat-résilience, qui consiste à être de plus en plus sévère concernant les gestes éco-citoyens. De telle sorte qu'à titre préventif, puisqu'on est dans la prévention, eh bien écoutez, on diminue les gaz à effet de serre et qu'on a des comportements qui économisent davantage l'énergie. Et je voudrais rappeler que récemment, l'État a été condamné de manière symbolique à 5 000 € par le Conseil d'État, puisqu'une commune qui avait vécu une inondation importante a estimé que c'est lié au climat par rapport auquel l'État n'a pas pris suffisamment de mesures pour limiter en tout cas les effets négatifs du climat sur la France. L'État a donc été, je dis bien symboliquement, condamné, mais c'est également le début des procès climatiques. Donc première étape, loi climat et résilience, tout simplement prévenir. Maintenant, il faut distinguer avant un phénomène catastrophique, pendant et après. Et tenir compte à la fois de 2 acteurs, les acteurs institutionnels et les acteurs que nous sommes, vous et moi. Donc concernant les acteurs institutionnels avant une catastrophe naturelle, la Guadeloupe, comme tous les départements de France, dispose à la fois de cellules de crise à la préfecture, mais également cellules de crise qui intervient en mairie. À partir de ce moment, il s'agit de vérifier que tout est opérationnel dans l'éventualité, je pense en particulier des cyclones, puisque les tremblements de terre ou voire même les tsunamis sont un peu moins prévisibles, mais s'agissant des cyclones, il y a justement ce système de cellules de crise qui permet par conséquent à tous les acteurs, pompiers, gendarmes, routes de Guadeloupe, etc.,
d'être opérationnels et de vérifier leur capacité d'opérationnalité. Ça, c'est la deuxième phase, dite la phase avant l'arrivée d'une catastrophe. Maintenant, pendant la catastrophe, en général, nous sommes tous, s'il s'agit d'un cyclone en particulier confiné, il suffit de tenir compte des mesures dites de survie, donc kit de survie, avoir les aliments nécessaires. Personne ne peut sortir, donc à l'exception bien sûr s'il y a une situation dramatique. Et il y a la gestion ensuite post-catastrophe, où à ce moment, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, mais l'acteur le plus important, c'est nous, parce que dans la gestion post-catastrophe, ce qui est le plus urgent, c'est la solidarité de ceux qui sont en mesure d'apporter une aide, qu'ils puissent le faire rapidement. Maintenant, de manière plus globale, la résilience s'appuie sur un certain nombre de dispositifs. Le premier, anticipateur. Le premier, c'est le plan départemental de prévention des dangers. Mais chaque commune a un plan communal de sauvegarde. Et ce plan communal de sauvegarde est également adossé à un autre plan qu'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui doivent permettre, en cas de catastrophe naturelle, en tout cas liée aux submersions et aux inondations, qui sont les plus fréquentes, bien de pouvoir, si vous voulez, s'adapter. Donc la résilience à la suite de Fiona a été d'abord une résilience guadeloupéenne par rapport à la solidarité. Il y a eu une dynamique de solidarité importante, mais surtout, il y a un certain nombre de schémas qu'il convient d'actualiser et également d'opérationnaliser de telle sorte qu'en amont, pendant et après, qu'il y ait une réactivité suffisamment importante pour ne pas se laisser dépasser par les événements. Attendons par la suite, puisqu'il y a quelques enseignements qui seront tirés de Fiona et beaucoup de plans seront appelés à évoluer à l'expérience, en tout cas à la lumière des difficultés rencontrées durant le passage de la tempête Fiona. Très bien. Nous passons au deuxième sujet. Qui concerne l'adaptation à l'assurance chômage. C'est bien cela. Très bien. Alors, revenons ensemble sur cette réforme de l'assurance chômage. En quoi elle consiste, cette réforme? Actuellement, vous travaillez pendant 6 mois, au cours des 24 derniers mois, et donc vous bénéficiez d'une assurance, en tout cas, une fois que vous êtes au chômage, vous bénéficiez d'un certain nombre d'indemnités. Il se trouve qu'en France, donc le Bureau international du travail, mais également le ministère du Travail, a listé un certain nombre d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Et le but de la réforme, portée paradoxalement non pas par le gouvernement, mais par les républicains et soutenue par le gouvernement, consiste à dire dorénavant, il faut être plus généreux quand le chômage est important, mais être moins généreux lorsque le chômage diminue et qu'il y a des emplois de disponibles. L'idée étant que quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, s'il n'est pas possible de vous proposer un emploi immédiatement, vous serez intégré dans ce qu'on appelle le dispositif normal de manière quasi systématique. Vous allez entrer dans le dispositif de chômage. Par contre, si vous avez des compétences et qu'il y a des emplois disponibles et qu'ils vous sont proposés, vous aurez du mal à rentrer dans le nouveau dispositif. On appelle ça le dispositif modulaire, puisqu'il sera modulé en fonction de l'importance de l'emploi, en fonction de votre profil et en fonction, bien évidemment, du marché de l'emploi. Alors, existe-t-il un traitement particulier pour l'outre-mer et si oui, lequel? Et là où les choses sont importantes, puisqu'on verra qu'il y a un lien avec des situations que nous connaissons. Au départ, dans ce projet de loi, quand on analyse un projet de loi, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. Et l'étude d'impact consiste, à un moment donné, vous allez dans ce qu'on appelle l'espace d'application de la loi. Et au départ, la loi concernant l'assurance chômage était censée s'appliquer en Outre-mer de manière tout à fait identique à tous les départements, en tout cas en Outre-mer régi par l'article 73, puisqu'en Polynésie ou
dans d'autres territoires c'est différent. Et donc il y avait ce qu'on appelle le principe d'identité législative. Les députés se sont battus, entre guillemets, de telle sorte qu'il puisse y avoir un paragraphe qui soit spécifique à l'outre-mer. Et ce paragraphe a été, donc ils ont déposé ce qu'on appelle un amendement. Cet amendement a consisté dans la disposition, en tout cas l'amendement 265, dans le premier alinéa, à la phrase qui dit qu'il va y avoir donc une indemnisation, d'ajouter peuvent, en tout cas en ce qui concerne les Outre-mer, eh bien les dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations particulières. Peuvent faire l'objet d'adaptations particulières. C'est une avancée, personne ne peut en disconvenir. Maintenant, il faut attendre quel sera le décret d'application, parce que quand vous dites peuvent, il n'y a aucune obligation dans le temps ni dans l'espace. Et par conséquent, oui, il y a eu un combat qui a été mené et qui permet donc de tenir compte d'une situation particulière qui est celle de l'outre-mer, le chômage 3 fois plus important. Mais de notre côté, il faudra attendre l'application de cette loi pour qu'il puisse y avoir une véritable adaptation. Donc on est vraiment dans une situation dérogatoire de l'identité législative. Alors c'est important parce qu'on va y revenir tout à l'heure, mais pour nos soignants, c'est vrai que la loi, dès le départ, il n'y a pas eu d'amendement qui, dans les mêmes conditions que la problématique de l'assurance chômage, disent que les dispositions du présent article seront appliquées de manière différente, peuvent être appliquées de manière différente en ce qui concerne donc la suspension des soignants. Et c'est toute la problématique à l'heure actuelle qui fait que, oui, les parlementaires ont cette possibilité d'apporter des amendements, mais je répète que l'amendement de nos parlementaires n'a pu aboutir que parce que le ministère du Travail et le gouvernement, ainsi que l'ensemble, puisque ça a été voté à l'unanimité, il n'a pu aboutir que parce qu'il y avait la caution du ministère du Travail et du gouvernement. L'idée étant qu'un amendement, un amendement ne génère pas en tout cas de l'investissement de fonds supplémentaires au niveau de l'État. Donc en réalité, cette adaptation voudra dire que ceux qui, en Guadeloupe, continueront à percevoir le chômage, le percevront exactement comme avant et qu'il n'y aura pas cette situation où on va analyser au cas par cas en disant, écoutez, dans tel domaine, excusez-moi, dans tel domaine, il y a telle disponibilité d'emploi, donc vous devez y aller, vous ne serez pas indemnisé, ces dispositions ne seront pas pour l'instant appliquées à la Guadeloupe. Mais c'est limité dans le temps à 14 mois pour l'instant. D'accord, précision importante. Nous passons au dernier sujet. Qui concerne la visite, en tout cas à l'audition de Jean-François Carenco. Alors, arrêtons-nous ensemble sur cet entretien entre Jean-François Carenco et la délégation de l'Outre-mer. Quelle différence y a-t-il entre groupe et délégation? Un groupe, il faut de 15 députés et bénéficie de deux gros avantages, un temps de parole et des collaborateurs. Par exemple, les ultramarins ont tenté de constituer un groupe, ils sont arrivés, la LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, ils disposent d'un groupe. Par contre, la délégation, alors dans ce groupe, il y a également des députés qui sont extérieurs, puisque tous les députés ultramarins n'ont pas été à la LIOT. Par exemple, certains, Christian Baptiste et Elie Califère, ont été à la NUPES. Donc, il a fallu trouver d'autres députés. La délégation regroupe l'ensemble des députés ultramarins. Mais la délégation ne peut se prévaloir ni de temps de parole dans le cadre des débats parlementaires, ni de collaborateurs particuliers. De même que la délégation a un pouvoir beaucoup plus faible que la commission.
quand on est auditionné par la commission des lois, la commission des finances, il peut y avoir ensuite des conséquences sur le vote en ce qui concerne les finances ou bien d'autres domaines, alors que la délégation procède à une simple audition et cette audition n'a pas de conséquences législatives, en tout cas dans le débat parlementaire, n'a pas de conséquences que l'on pourrait qualifier de directes. D'accord. Quel dossier concerne précisément la Guadeloupe? Lors de cette audition qui s'est déroulée récemment, hein, le 11 octobre, concernant la Guadeloupe, le ministre a insisté sur l'eau et sur les soignants. Évidemment, comme nous sommes dans un contexte de route du Rhum, vous aurez compris que les gouvernants ont une stratégie atténuatrice des tensions sociales. Il ne faut pas là-dessus se faire trop d'illusions. Et Jean-François Carenco lui-même, vis-à-vis, en tout cas la vision qu'il a de l'outre-mer, en tout cas jusqu'à présent s'appuie sur des propos humanistes. Je me souviens que lorsqu'il a parlé de la Nouvelle-Calédonie, il a dit qu'il faut que la France soit plus aimante et plus humble. Quand il est venu après le passage de Fiona, il a parlé de main tendue. Et c'est vrai qu'il a une approche très humaniste des Outre-mer, mais cet humanisme ne doit pas non plus se transformer en paternalisme politique. Ça veut donc dire qu'il a évoqué d'abord les soignants. Il a dit qu'il y a une solution qui est à l'étude. Mais son directeur de cabinet chez nous, pas plus tard que ce matin, donc ce vendredi, a rappelé que s'agissant des soignants, il n'est pas question de les réintégrer. Ce qu'il aurait proposé, donc la solution qui a été à l'étude, c'est tout simplement qu'ils entrent dans le cadre d'une rupture conventionnelle, puisque depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, les fonctionnaires peuvent entrer dans une logique de rupture conventionnelle et que l'indemnité qui découle de cette rupture conventionnelle serait multipliée par 3. Mais le processus de réintégration, il a été rappelé par le directeur de cabinet. Ce que nous ne cessons de rappeler sur les ondes d'Éclair TV ainsi qu'ailleurs, il s'agit d'une disposition législative. Il n'y a pas eu, comme pour l'assurance chômage, une disposition dans le cadre d'un alinéa, une phrase supplémentaire qui dit que les dispositions peuvent être adaptées aux situations particulières des territoires ultramarins. À partir de ce moment-là, seule une proposition de loi d'un parlementaire, et ce n'est pas sûr qu'elle aboutisse, puisqu'il y a déjà un avis pour la réintégration des soignants défavorable des instances nationales en matière de santé. J'ai vu que l'association des directeurs d'hôpitaux également n'est pas favorable, et le ministre en tout cas est resté assez évanescent sur le fait que les soignants ne soient pas favorables, mais les soignants ne sont pas favorables, mais ils l'ont exprimé leur défaveur par quel intermédiaire. Donc pour ce dossier sur les suspendus, finalement, on retourne à la case départ, soit qu'ils partent avec des avantages financiers, soit qu'ils entrent dans le processus de vaccination classique. Et s'ils n'y entrent pas, la probabilité qu'un amendement parlementaire aboutisse reste pour l'instant faible, d'autant plus que le ministre de la Santé n'y est pas favorable et que par conséquent il y aura des conséquences surtout de manière globale. Maintenant, le deuxième dossier que Jean-François Carenco a évoqué concerne l'eau. Mais l'État, et je ne cesse de le répéter sur les ondes d'Éclair TV, l'État a une stratégie bien particulière. Il ne s'engage que lorsqu'un passif d'une structure est complètement apuré. Or, qu'est-ce qui se passe concernant l'eau? Il a eu l'occasion lui-même, Jean-François Carenco, de dire mais le SIAG, ancien SIAG, maintenant SMEAG, peut assurer son fonctionnement. C'est vrai, l'ancien président du SIAG, Ferdi Louisi, avait démontré que si le SIAG, devenu entre-temps SMEAG, récupère toutes ses créances, c'est-à-dire tous ceux qui doivent des factures, s'il les paie, le SMEAG actuel assure son fonctionnement.
Maintenant, ce qui est important pour que les Guadeloupéens aient de l'eau, ce n'est pas que les fonctionnaires du SMEAG soient payés, ce n'est pas qu'il y ait des frais à caractère général, etc. Ce qui intéresse, c'est l'investissement. Or, pour l'investissement, il faut d'environ 800 millions pour les réseaux d'eau et il faut autant pour les réseaux d'assainissement, puisque si notre eau est aussi polluée, et rappelez-vous qu'à Matouba, il n'y a pas très longtemps, l'eau a été impropre à la consommation en raison du taux de matière fécale trop important, en tout cas dans l'eau, ce qui veut dire que les tuyaux étant vétustes, il y a des interférences au niveau des fuites et puis certains éléments de l'assainissement passent dans le réseau d'eau. Et donc, il faut d'environ 1,6 milliard. Le SIAG et le SMEAG actuellement n'a pas cette capacité financière. Ça veut dire que dans l'hypothèse où on tente de régler le problème sur 10 ans, il faudrait donc à ce moment-là avoir une autorisation d'engagement, donc autorisation de programme sur 10 ans, mais il faudrait chaque année 180 millions de crédits de paiement. Le SMEAG actuel n'a pas les moyens de pouvoir investir ces 180 millions par an, quand bien même les collectivités et d'autres acteurs, y compris privés, puisque c'est un syndicat mixte ouvert, pourraient participer. Donc nous sommes toujours pour la situation de l'eau dans un cas particulier où, compte tenu de l'importance des investissements, il faut dire les choses telles qu'elles sont, si l'État ne s'engage pas, il y aura beaucoup de mal à pouvoir trouver les crédits de paiement annuels dont j'ai parlé. Même si à la limite, il pourrait y avoir une approche essentiellement en termes de réseau d'eau et qu'il faille 800 millions sur 10 ans, ça veut dire qu'on reste quand même pendant 10 ans dans une situation de souffrance. Eh bien, c'est 80 millions de crédits de paiement par an et 80 millions de crédits de paiement, ça risque d'être compliqué. L'État, dans la gestion de la situation, je me souviens, l'ancien préfet Philippe Gustin n'avait pas hésité à réquisitionner. Le problème, et j'ai cité tout à l'heure la route du Rhum, va-t-on accueillir des dizaines de milliers de touristes pour que dans les hôtels ou dans les gîtes, il n'y ait pas d'eau? Donc, il y a une situation de quasi sauf qui peut et qui explique que l'État ne pouvait pas rester en tout cas en dehors de cette dynamique puisque quelque part il est également engagé en termes de crédibilité. Donc aussi bien pour les soignants, on ne peut pas dire que la situation a évolué. Déclaration du directeur de cabinet de Jean-François Carenco ce matin. En ce qui concerne l'eau, l'État a un paradigme d'intervention financier. Il faut d'abord apurer le passif pour qu'il intervienne. Et troisième élément, on a vu que compte tenu de l'ampleur des dégâts et des réseaux qu'il y a à réparer, il faudrait des crédits de paiement uniquement pour les réseaux d'eau d'environ 80 millions. Et si on mène de front les réseaux d'assainissement, environ 160 millions par an, ces crédits ne sont pas disponibles, quand bien même les collectivités territoriales s'associeraient pour mutualiser un certain nombre de moyens. Donc vous voyez bien, Joël ainsi que les téléspectateurs, que le combat pour l'eau n'est toujours pas terminé, et loin même d'être terminé. Assurément. Cher Georges, merci pour toutes ces analyses. Merci pour vos interrogations. Nous remercions également les téléspectateurs pour leur fidélité à cette émission que nous prenons plaisir à partager ensemble. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous, et je rajoute que la nuit vous soit douce. À bientôt.